Une planète à l'arrêt, des modes de vie chamboulés, des populations confinées, 1,5 milliard d'élèves privés d'école, une économie mondiale affaiblie. Qualifié d'ennemi de l'humanité, le coronavirus effraie tout le globe. Depuis le studio 47 de La Voix de l'Amérique à Washington, Jacques Aristide pour vous accompagner dans le monde aujourd'hui spécial Covid-19. Pour prendre le temps de comprendre la pandémie, VOA Afrique vous donne la parole, car il s'agit avant tout d'un forum citoyen virtuel. Des experts vont répondre à vos questions. Partie de Wuhan en Chine à la fin de l'année dernière, la maladie s'est répandue rapidement sur tous les continents. Elle a fait environ 175 000 morts dans le monde. D'après l'un des derniers bilans publiés cette semaine, plus de 2 500 000 cas d'infection ont été répertoriés dans 193 pays et territoires depuis décembre dernier. Au moins 658 000 malades sont considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché avec environ 43 000 morts, devant l'Italie, plus de 24 000 et l'Espagne, 22 000. Le coronavirus est arrivé tardivement en Afrique, mais plus de 22 000 contaminations et environ 1 200 décès ont été enregistrés dans 52 des 54 pays du continent. Seul l'archipel des Comores et le petit royaume du Lesotho n'ont encore déclaré aucun cas. Dans de nombreux États africains, la capacité limitée de réaliser des tests à grande échelle ne permet pas aux autorités d'avoir une photographie précise de l'épidémie sur leur territoire. De nombreux gouvernements sur le continent ont pris rapidement des mesures de confinement, difficiles toutefois à mettre en œuvre dans beaucoup de pays, car fréquemment contestés. Un état des lieux avec Didi Diko. Décembre 2019, le nouveau coronavirus apparaît en Chine. Très rapidement, il se propagera sur l'ensemble de la planète. En Afrique, le premier cas est apparu en Égypte le 14 février et dans la zone subsaharienne, le premier malade a été recensé au Nigeria le 28 février. À ce jour, 52 pays africains ont confirmé des cas de Covid-19 et à la mi-avril, seuls 2 n'avaient pas déclaré de malades atteints du nouveau coronavirus. L'Égypte, l'Algérie, le Maroc et l'Afrique du Sud sont les pays les plus touchés. Les 3 derniers ont choisi de prolonger les mesures de confinement initiales afin de limiter la propagation du virus. D'autres pays ont préféré opter pour des couvre-feux nocturnes. Plusieurs ont instauré l'état d'urgence, à l'instar du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de l'Éthiopie, du Togo, de la Guinée et de la République démocratique du Congo. De la clôture des écoles à la fermeture des frontières d'un pays à l'autre, les réponses face à la pandémie ont différé. Distribution de denrées, eau et électricité gratuite, exonération fiscale, libération de prisonniers, les mesures se sont multipliées pour ralentir la progression de la pandémie. Quant aux populations, elles ont compris qu'elles n'étaient pas à l'abri. Déni pour certains, panique pour d'autres et peur pour la plupart. Difficile donc de faire respecter les mesures sanitaires. Mais l'Afrique est-elle suffisamment préparée pour faire face à la multiplication des cas de Covid-19 ? Même si l'Afrique a pu maîtriser l'épidémie d'Ebola et faire front à la forte prévalence de la malaria, les experts s'accordent à dire que le continent n'est pas prêt à lutter seul contre ce coronavirus. Un rapport de l'ONU paru à la mi-avril estime que la pandémie risque de tuer 300 000 personnes en Afrique et pousser 29 millions d'autres dans l'extrême pauvreté. Et maintenant, j'ai le plaisir d'accueillir nos invités qui nous rejoignent via Skype. Avec nous ce soir, donc pour répondre à vos questions, Dr Sona Konaté, médecin épidémiologiste au département de la santé du comté de Prince George dans l'État américain du Maryland, docteur également de Ouagadougou, Dr Brice Bikaba, épidémiologiste, membre de l'équipe anti-coronavirus au Burkina Faso. Docteur Roger Etoa, spécialiste de santé publique au Cameroun. Il nous rejoint de Douala. Docteur Konaté, je me tourne d'emblée vers vous avec tout d'abord cette question d'ordre général. Brièvement, quelle lecture faites-vous à l'heure actuelle de l'évolution de la pandémie dans le monde, y compris en Afrique bien évidemment ? Bonjour Jacques, bonjour à tous nos invités. Le coronavirus. La particularité du coronavirus, du Covid-19,
c'est qu'on l'a vu tous venir de très loin. C'était comme dans un film. On l'a tous vu. Commençons que c'est vraiment... ça a été une évolution vraiment extraordinaire, du jamais vu, je pense, dans l'histoire de l'humanité, je crois, ou bien du moins à notre époque. Donc là, nous nous retrouvons avec une pandémie, c'est-à-dire qui touche tous les continents, qui touche toute l'humanité. C'est nouveau, ça n'a jamais infecté la race humaine auparavant. Et donc là, nous avons un virus avec un taux d'infectiosité vraiment extraordinaire, extrêmement contagieux. Et donc, tous ensemble, espérons que nous pourrons prendre des mesures pour lutter contre cet ennemi invisible. Docteur Etoa, avant d'aller plus loin, éclairez notre lanterne. La maladie à coronavirus 2019 ou Covid-19, qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, c'est une maladie d'origine virale, le coronavirus. D'ordinaire, le coronavirus existait notamment chez certains animaux. On parle notamment des chauves-souris, qui est l'hôte principal, mais également parler des hôtes intermédiaires, tels que peut-être le pangolin. Et il provoquait peut-être à l'époque des grippes assez légères. Depuis fin 2019, il est justement apparu une nouvelle forme de grippe qui provoque certaines manifestations qu'on n'avait jamais vues auparavant. Nous avons à la fois des manifestations d'un syndrome respiratoire haut, avec un syndrome grippal, de la toux, mais également des signes généraux tels que la fièvre, la fatigue ou alors des maux de tête. Mais on a également constaté qu'il y avait une pneumonie, c'est-à-dire une infection au niveau des poumons. Mais la particularité de cette pneumonie, c'est qu'elle répondait assez faiblement au traitement antibiotiques usuels. Et donc, de plus en plus, on se rend compte que dans cette maladie, il y a à la fois un phénomène inflammatoire, un phénomène thromboembolique, c'est-à-dire qui cause des micro-caillots qui peuvent provoquer par exemple l'obstruction des voies, des vaisseaux au niveau des poumons et qui donne certains aspects au niveau sur le scanner en verre dépoli. Et donc c'est pour cela d'ailleurs que dans certains milieux, en absence ou alors en complément des tests diagnostiques, on fait un scanner où on peut retrouver cette âge spécifique du coronavirus qui ont des aspects en verre dépoli. Alors, première question maintenant de notre auditoire, Kimberly de Dakar au Sénégal. Elle n'a que 8 ans, nous l'écoutons. Pourquoi ce virus, quand on ne voit pas, peut-il tuer les gens ? Docteur Bikaba, que pouvez-vous répondre à Kimberly ? Merci à Kimberly pour cette question. Il est vrai que ce sont des virus qui sont si petits qu'on ne les voit pas à l'œil nu, mais il y a des appareils qui peuvent permettre donc de les apercevoir. Pourquoi est-ce qu'ils sont si petits et qu'ils peuvent tuer ? C'est parce que lorsqu'ils sont introduits dans l'organisme, ils vont aller donc s'attaquer à un certain nombre d'organes, dont les poumons et d'autres organes vitaux. Et également, ils peuvent entraîner une cascade de réactions qui peuvent être également à l'origine donc du décès. Et ces réactions, généralement, sont d'autant plus graves chez un certain nombre de patients qui sont affaiblis, tels que les patients qui ont une immunodépression, c'est-à-dire dont l'immunité donc est faible, chez les patients qui ont des maladies chroniques, telles que le diabète, l'hypertension artérielle. Donc voilà un peu, en tout cas, pour ce qui concerne donc ces virus qui sont si petits, mais qui peuvent faire donc du mal aux humains.
Cap maintenant sur la Côte d'Ivoire. Griffith Tate, 35 ans, musicien. Nous l'écoutons. J'aimerais savoir comment se manifeste le coronavirus. Docteur Bikaba, que pouvez-vous dire à Griffith? Généralement, les symptômes les plus courants donc, de la COVID-19 sont la fièvre, la fatigue, la toux sèche. Et parfois, on peut avoir une sensation donc, de congestion nasale avec le nez qui est bouché ou un écoulement nasal, des maux de gorge et parfois même une diarrhée. Et bien sûr, en cas de complications, cela peut donner lieu donc, à des signes tels que la détresse respiratoire, des difficultés donc, à respirer et voire donc d'autres complications qui pourraient donc apparaître. Alors pour la prochaine question, nous nous rendons en République centrafricaine où Djaka Tanguy, 37 ans, est journaliste. Bon, il y a des gens ici en RCA qui croient que le Covid-19 c'est la maladie des Blancs et que ça ne concerne pas les Noirs. Nous, on ne sera jamais atteint de cette maladie. C'est une épidémie, une pandémie qui n'atteindra pas les Centrafricains, les Africains, quoi, les Noirs. Mais bon, qu'est-ce qu'on doit croire? Oui, c'est une remarque qui a été entendue dans certains pays occidentaux qu'africains, laquelle a été immédiatement rejetée, surtout par le corps médical. Mais docteur Konaté, que répondez-vous à Djaka Tanguy? D'accord, merci Djaka pour ta question. Je voulais juste dire que ce mythe a été rejeté immédiatement et je veux vous dire qu'en ce moment, dans le comté que je sers où je travaille, la population noire américaine est la plus touchée. En effet, depuis 2 semaines, on nous demande maintenant de faire des statistiques et dans nos statistiques, on nous demande de mettre la race parce que on a constaté que en fait, la population noire américaine est la plus touchée dans ce fléau-là. Et en Afrique aussi, maintenant, on voit que ça s'est propagé. Et aussi, même la population africaine qui vit ici aux États-Unis, en Europe et en Afrique aussi est très touchée. Donc, ça, c'est totalement pas correct. Il n'y a pas une histoire de race, blanc comme noir comme jaune. Toute la planète est touchée de la même manière par le Covid-19. Maintenant, il y a des études en cours qui sont en train de voir maintenant prendre en compte la prise en charge. Parce que le Covid-19 est une maladie très vicieuse, très agressive, et donc les symptômes peuvent s'aggraver et la prise en charge est primordiale. Par exemple, comme c'est une maladie pratiquement qui attaque les poumons principalement, et donc la détresse respiratoire est un des symptômes très courants, et si on ne fait pas attention et on n'a pas les moyens d'être pris en charge immédiatement, et d'être aidé un peu à ce que la respiration a une respiration normale, c'est-à-dire que l'oxygène atteigne les poumons et que l'oxygène, qu'on débrasse aussi le gaz carbonique de l'organisme, on peut mourir ou bien on peut avoir des dommages irréversibles sur les organismes, ce qui peut amener à la mort. Donc, ce n'est pas une question de race ou de couleur, c'est plutôt une question peut-être de prise en charge, mais là encore, il y a des questions. Donc, pour répondre à votre question, non, le Covid-19 n'épargne personne pour la race ou pour la couleur de la peau. Ça atteint tout le monde de la même manière. Docteur Etoa, vous parliez de pangolin tout à l'heure. L'origine de la maladie a-t-elle été identifiée de manière définitive par les scientifiques? Pas encore. Il existe plusieurs théories. Il y a évidemment la théorie naturelle qui veut que ce soit la chauve-souris, que ce soit la chauve-souris qui ait transmis ce virus à l'homme. Évidemment, il y a également beaucoup de théories, notamment des théories complotistes. On parle notamment des essais qui auraient mal tourné dans un laboratoire de haute sécurité à Wuhan, en Chine, probablement une négligence humaine ou peut-être une carcasse d'animaux utilisés pendant les essais en laboratoire aurait été vendue au marché d'animaux sauvages en Chine
peut-être pour des questions de cupidité des agents. Évidemment, il y a également une théorie qui a fait un grand bruit, celle du professeur Luc Montagnier, qui a dit que c'est un brassage génétique à l'origine des essais sur le vaccin contre le VIH qui a donné naissance à ce monstre qui est le coronavirus. Donc pour l'instant, ce sont des théories qui sont émises, mais il n'y a pas encore un consensus des scientifiques sur l'origine concrète du coronavirus. Mais docteur Bikaba, rapidement, arriverons-nous un jour à connaître l'origine de cette maladie? Pour le moment, nous avons donc des hypothèses qui sont posées, mais je pense qu'avec les nouvelles technologies, nous pourrons un jour identifier la source de la maladie. Nous retournons maintenant en Côte d'Ivoire pour écouter une question qui porte sur comment se protéger pour éviter la transmission. Elle nous vient de Roselyne Aka, 32 ans, communicatrice en entreprise. J'aimerais savoir si les masques traditionnels pourraient protéger les humains, c'est-à-dire les masques fabriqués avec les tissus, si ça protège du Covid-19. Docteur Bikaba, que répondez-vous? Bon, il faut dire que, merci pour la question. Il faut dire que pour les masques, il y a plusieurs types de masques. Et de manière globale, pour un masque, il faudrait voir effectivement la qualité, c'est-à-dire l'espace, donc les portes qu'il laisse pour pénétrer l'oxygène ou l'air devraient être donc de petite taille. Donc ça, c'est l'un des critères qui devrait être considéré donc, pour la confection des masques. C'est pourquoi, pour ce qui concerne le personnel qui est tout le temps confronté aux malades et qui sont à haut risque, il est conseillé donc des masques de type respiratoire et qui laissent passer très peu les débris respiratoires ou les microbes. Mais les masques fabriqués à la maison, les masques fabriqués artisanalement également peuvent avoir une utilité. Du fait, bien sûr, que cela permettrait d'éviter que les postillons ne soient rejetés donc, dans l'air et que cela soit source d'infection pour d'autres personnes. Donc cela a une utilité de ce fait, mais il faudrait garder à l'esprit que ces masques ne sont utiles que s'ils sont corrélés donc, avec les autres mesures donc, de protection, de prévention, notamment le lavage des mains, la distanciation donc, physique et les autres mesures donc, d'hygiène. Alors justement, le port du masque peut s'avérer contre-productif s'il est mal utilisé. Alors, si vous avez l'avantage d'en avoir, comment bien l'utiliser? L'explicatif de Salwa Jafari. Les deux principaux types de masques les plus utilisés sont le N95 ou FFP2 avec une protection bidirectionnelle qui filtre l'air inhalé et expiré par le porteur. Ces masques peuvent filtrer au moins 94 des plus petites particules de la taille de 0,3 microns, y compris les bactéries et les virus. Ils réduisent le risque pour le porteur des microparticules ainsi que des gouttelettes de salive et des sécrétions des voies respiratoires supérieures. L'Organisation mondiale de la santé recommande que ce masque soit utilisé par le personnel médical. L'autre protection est le masque chirurgical. Les autorités sanitaires recommandent que ce masque soit porté par toutes les personnes infectées. Il empêche les gouttelettes ou les sécrétions d'être expulsées vers d'autres personnes non infectées. Il a parfois tendance à être ample, ce qui signifie qu'une fuite peut se produire lors de la respiration. Une fois correctement mis, il ne doit pas être touché pour éviter toute contamination accidentelle éventuelle. Les masques doivent être changés régulièrement, toutes les 4 à 5 heures, et les masques usagés doivent être correctement éliminés. Les porteurs doivent ensuite se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un désinfectant pour les mains. De nombreuses questions sur nos réseaux sociaux également. L'une d'elles sur Facebook, Abdul Razak Issoufou Amadou de Niamey au Niger. Quel est votre message envers la jeunesse africaine qui ne croit toujours pas à cette pandémie? Docteur Konaté, pouvez-vous répondre à cette interrogation d'Abdul?
La jeunesse doit être sensibilisée et je pense que maintenant avec les médias sociaux, nous avons tous l'occasion de voir les posts de proches qu'on a perdus. Je crois qu'en ce moment-là, chacun de nous plus ou moins connaît quelqu'un qui a été touché par le Covid-19. Et donc, la jeunesse doit savoir que c'est réel, c'est la réalité. Le coronavirus, comme on dit, a pris le monde comme une tornade. Et malheureusement, c'est un virus qui est très, très vicieux. Et il faut faire très, très attention. Nous savons qu'au début, on parlait du fait que seulement les personnes d'un certain âge étaient atteintes, ou bien les personnes qui avaient une condition qui les prédisposait à une maladie. Mais là, on se rend compte que nous sommes en train de perdre des jeunes valides. Le plus jeune patient que j'ai vu avait 4 mois infecté par le Covid-19, des femmes enceintes, des jeunes gens de 26 ans qu'on vient de perdre tous les jours. Et donc, je vous assure que c'est une réalité. Il faut faire attention. Comme mes collègues l'ont dit, la prévention est très, très importante. Il faut suivre les règles basiques de prévention, distanciation sociale, le lavage des mains, le respect aussi des normes. Restez chez vous si vous ne devez pas sortir, même si vous avez des choses à faire dehors avec vos bien-aimés, vos amis. Sachez que le virus ne se promène pas seul. Le virus est un organisme très très petit qui n'a aucun moyen de se répliquer tout seul. Il a besoin de l'humain, de notre machine humaine pour se répliquer. Et donc, d'où l'importance de la distanciation sociale. Si on s'éloigne, on empêche le virus de sauter de personne en personne, il va mourir et il va disparaître. Ce qui m'amène à vous poser cette question, docteur Etoa. Qui sont les personnes plus à risque ? Alors, les personnes les plus à risque sont notamment les personnes âgées. On voit en Occident la moyenne d'âge des personnes décédées tourne autour de 75 ans. Mais en Afrique, où l'espérance de vie est beaucoup plus basse, elle tourne autour de 50. Donc, les personnes d'un certain âge doivent faire très attention. Il faut également les personnes qui portent certaines comorbidités, notamment l'hypertension artérielle. Et là, je vais vraiment insister dessus. On a parlé tout à l'heure de la race. Il faut savoir que même en dehors du coronavirus, la race noire est un facteur de risque d'hypertension artérielle, notamment dû à la consommation excessive de sel. Donc, le coronavirus vient justement se greffer à peu près sur les mêmes récepteurs que ceux des hormones de l'hypertension. Il y a également les diabétiques, les personnes qui sortent en rémission, qui ont un cancer ou en rémission d'un cancer, les asthmatiques, et bref, un certain nombre de porteurs de maladies chroniques non transmissibles, qui sont justement un facteur aggravant du coronavirus. Au Cameroun, par exemple, les premières personnes qui décèdent, on voit les premières statistiques, le 80% ont au moins 50 ans, le 20% sont âgés entre 40 et 50 ans, et à peu près 85% de ces personnes portent une comorbidité flagrante, voire deux. Donc, c'est vraiment ces personnes. Maintenant, il faut dire que les personnes qui ne portent pas des comorbidités sont également à risque de transmettre le virus à ceux qui portent des comorbidités. Et il y a un autre facteur, c'est que le dépistage des comorbidités en Afrique se fait faiblement ou tardivement. Par exemple, au Cameroun, il y a un rapport du ministère de la Santé qui dit qu'à peu près la prévalence de l'hypertension artérielle est de 22%, et 95% de ces gens ne sont pas au courant de leur diagnostic. Donc, moi également, je plaiderais pour qu'à côté du diagnostic des dépistages du coronavirus,
que le dépistage des comorbidités puisse également s'accélérer, à la fois par le gouvernement, par les communes, les organisations humanitaires et même à titre individuel par les citoyens. Docteur Bikaba, une autre question qui revient régulièrement sur le tapis. Certains groupes sanguins sont-ils plus exposés que d'autres? Oui, merci pour la question. Il est vrai que nous avons vu dans la littérature sur certaines études qu'il y a un certain nombre de groupes qui seraient protecteurs. Mais à l'étape actuelle, ce sont des études qui ne sauraient être généralisées sur l'ensemble des pays. Nous avons un petit problème de connexion avec le docteur Bikaba. Docteur Konaté, pouvez-vous continuer à répondre à cette question? Bon, à propos des groupes sanguins, comme vous le savez, la particularité du Covid-19, c'est qu'il est nouveau, il n'a jamais affecté la race humaine auparavant. Donc la communauté scientifique, la communauté médicale, nous sommes tous en train d'apprendre en même temps. J'ai pas de littérature spécifique sur cela qui montre qu'un groupe est plus protectif que l'autre. Et nous espérons qu'avec le temps, la communauté scientifique et médicale pourra nous le dire avec plus de précision. Mais pour l'instant, je crois que nous devons tous être très prudents, faire attention. Évidemment, docteur Konaté, c'est pas pour rien qu'on l'appelle le nouveau coronavirus. Donc, on ne connaît pas grand-chose pour le moment. Et on apprend au fur et à mesure un peu plus sur ce virus, n'est-ce pas? Donc, quel est le message le plus important à faire passer au public? Voilà, absolument. Et donc, c'est le seul moment où personne ne doit avoir peur de dire « je ne sais pas, je ne suis pas sûr ». Ce n'est pas de l'ignorance, mais c'est de la prudence. C'est parce que personne ne sait. Personne ne sait. Le plus grand savant de la planète est en train aussi de chercher des réponses à cela. Et c'est la beauté de la chose, c'est que le citoyen lambda, les éminents médecins, les éminents professeurs, les éminents laboratoires, tous sont en train de lutter pour la même raison, chercher à comprendre qu'est-ce qu'est ce coronavirus, le SARS-2, et vraiment quel est son comportement et quel est vraiment le moyen de prévenir, de prévenir vraiment une autre vague de pandémie. Et que Dieu nous aide d'abord à se débarrasser de cette vague-là, voilà. Donc, on espère bien. Et on se bat pour cela tous les jours. Et voilà, point final à ce Monde aujourd'hui, consacré entièrement au Covid-19. Nous allons vous retrouver demain pour un autre programme, édition spéciale Coronavirus. Merci, à demain.